Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui on se demande pourquoi de plus en plus de mangaka européens bousculent les codes. Ils arrivent avec les codes là, bam, et les poussent. Oui, aujourd'hui on se pose des questions autour de la création du manga en France. Pourquoi on se pose ces questions ? Parce que ce que font les auteurs nous passionne, ça nous intrigue aussi, et le fait que ça soit des artistes que l'on peut croiser, avec qui on peut échanger, qui parlent la même langue que nous, bah ça nous attire évidemment un peu plus, d'autant que bien souvent ce sont des auteurs qui partagent aussi des lectures avec nous. On n'a pas forcément le même âge, mais on a eu les mêmes bouquins en rayon, on a la même passion. Exactement, donc ça nous rapproche encore et encore. Ainsi, dans cette émission, on s'intéresse donc à la création de manga notamment, et ça c'est à la fois un peu nouveau et en même temps pas tant que ça. On s'intéresse donc à ces mangakas européens qui proposent autre chose que du manga d'aventure au code classique. Ça c'est nouveau ou pas nouveau pour vous ? Bah non, c'est pas nouveau. Enfin, moi je sais que j'en ai déjà. Enfin, il y en a plein des auteurs européens qui ont fait des mangas qui n'étaient pas forcément des mangas d'aventure. On les a vus. J'en ai vu rarement en librairie, mais j'en ai vu quelques-uns. Bah, je pense que même si tu prends l'origine du manga en France, c'était pas du manga d'aventure, les tout premiers titres. Donc finalement, les premières BD d'inspiration manga, on pourrait dire, qu'on a déjà cité, que ce soit Nomade de Morvan et Savoya et tout, c'est des titres qui s'inspiraient plutôt du seinen de science-fiction, etc. Donc non, je pense qu'en vrai, les auteurs européens et francophones ont été très très vite un peu inspiré par la grammaire manga, et ils l'ont mise en scène pas forcément dans le shonen neketsu ou le shonen d'aventure qui a cartonné derrière, quoi. Voici donc un extrait des discussions qu'on aura dans cette émission. On va faire un focus sur Manga Isho, sur le méta-manga aussi, puis sur un manga qui figure parmi nos meilleures nouveautés de 2024, Run to Heaven, dont le tome 2 vient de sortir. Et rappelez-vous, on se demandait comment son auteur Toan allait faire pour rebondir après un tel premier volume. Toan, qui d'ailleurs sera avec nous dans cette émission, on lui passera un coup de fil. Et donc tout ça, c'est dans la 5e de couve, et c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoire. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer la création de manga qui sort des sentiers battus. Salut Johnny, salut Robin. Salut. Est-ce que vous êtes des adeptes du hors-piste ? Tu veux dire en ski ? Par exemple, dans la vie de tous les jours. Le fait est que oui, alors ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de ski, mais quand j'en faisais... moi c'est dangereux le hors-piste, c'est très dangereux. C'est très dangereux, donc ne le faites pas. J'ai commencé cette année, je peux te dire qu'on m'a foutu sur une rouge, c'était l'équivalent du hors-piste pour moi, je pense. Du coup, le danger pas adepte, mais on m'a mis dedans. Et dans vos lectures ? Bah oui, carrément. Moi, on le dit souvent aussi qu'on aime être surpris. Donc finalement, le hors-piste, c'est un peu ça aussi. C'est découvrir une souche d'arbre à tout moment sous tes skis. Ouais, mais je sais pas si j'aime ça. Toi. Moi, j'aime être surpris, mais j'ai vraiment envie d'être surpris, mais pas en voulant l'être. Genre c'est compliqué sans te lancer dans un truc. Mais tu vois, le hors-piste, c'est vraiment, je cherche un truc que je ne lis pas d'habitude. Okay. Alors que moi, on me donne quelque chose, mais je sais pas ce que je vais lire. C'est là où il y a une petite différence, c'est que je vais pas chercher à lire quelque chose que je ne lis pas. Okay. On va me le donner, et si on me dit tiens, vas-y, lis-le, c'est super. Je fais d'accord, je vais regarder, mais je vais pas chercher par moi-même. Donc je suis pas en fait, c'est pas que tu veux pas être surpris ou que t'aimes pas sortir des sentiers battus. Tu veux qu'on te monte. Tu veux qu'on te dise t'inquiète, c'est une piste verte, et là on te pousse sur une rouge. Bah c'est un peu ça, on m'a foutu comme ça. Hein, parce que tu vois, moi typiquement en cinéma, on me dit genre là il y a un super thriller sri-lankais qui est sorti. J'ai trop envie d'y aller parce que je me dis mais qu'est-ce que ça peut être le cinéma sri-lankais. Oui, mais c'est quelqu'un qui t'a dit vas-y. Ouais, mais du coup c'est une forme de hors-piste d'essayer d'aller vers un truc, tu vois. Ouais, ok. Si vous nous découvrez seulement maintenant, ce n'est pas trop tard pour rejoindre l'aventure de la 5e de couve et écouter plus de 300 heures d'émission. Ouais, la 5e de couve, c'est ça. C'est le podcast Manga Hebdo depuis bientôt 10 ans. Donc scrollez un peu sur vos apps podcast, il y aura forcément une émission pour vous. Et si vous aimez ce qu'on fait, merci à vous de nous soutenir déjà en nous écoutant. Et puis si vous voulez en faire un peu plus, vous laissez un commentaire, vous laissez une note, vous partagez l'épisode autour de vous. Et par exemple, dites-nous si vous aimez des mangas qui sortent des sentiers battus vous aussi, et surtout lesquels.
Carrément. Très important. Et pourquoi pas les mangas de création, bien évidemment, puisque aujourd'hui on parle de création manga en Europe, plus globalement. On va trouver beaucoup de choses, hein. Il y a même donc un magazine de pré-publication ou de publication, c'est un peu à cheval sur les deux, on en parlera tout à l'heure, qui vient de se lancer, Manga Isho. On a des propositions assez singulières aussi dans le manga. On a déjà parlé dans un supplément de Yon, de Camille Broutin. On est sur de la science-fiction aux éditions d'Argo. Il y a eu Shin Zero également de Mathieu Bablet et Guillaume Singelin aux éditions Rue de Sèvres. Ça, c'est des mangas dont vous avez déjà entendu parler dans la 5e de couve. Et aussi, il y a, je vous le disais en intro, Run to Heaven, dont le tome 2 vient de sortir. On avait vraiment été très 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 agréablement marqué par le premier volume de Run to Heaven de Tohan. Je vous refais l'histoire en quelques mots. Nous sommes en 2036 au cœur d'un conflit armé mondial et Faye, une ado un peu marginale, se laisse vivre. Mais dans ce monde dystopique et futuriste, elle voit une lumière d'espoir et de plaisir, celui de bientôt revoir sa maman et de participer pieds nus à la fête du sport organisée durant la trêve des Jeux mondiaux. Mais les moments de joie et de plaisir laissent rapidement place à l'horreur de la guerre. Johnny, ce tome 2 de Run to Heaven, tu l'attendais? Est-ce qu'il t'a comblé? Bah déjà, je vais te reprendre sur un truc, c'est que dans son tome 2, il dit que l'héroïne, elle s'appelle Fille. Et il en a marre que les lecteurs l'appellent Fée. Mais je crois qu'il s'est laissé porter maintenant. Il dit, ouais, bah c'est bon, c'est fait, on va laisser Fée. Bref, ça fait partie des sentiers battus et des hors-pistes qu'on m'a proposé. Et j'étais très, très content de le lire. Donc là, avec ce tome 2, c'est pas que je l'attendais au tournant, mais c'est vrai que je me suis déjà dit dans ma tête que c'était presque impossible de faire aussi bien que le 1. Pour moi, c'est vraiment, le 1 est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce tome 2, dans tous les cas, en fait, il n'est pas axé sur on va pas vous surprendre. On respire un peu plus. Après, c'est façon de parler parce qu'on va faire un gros psychopathe de la fumée et de la douleur. Donc, on va plutôt suffoquer plutôt que respirer. Mais c'est vrai qu'il a très bien fait. C'est qu'en fait, on est tellement monté en crescendo avec ce tome 1 que là, avec le 2, on repart tranquillement, on redescend un peu, on retourne dans un tome un peu plus chill, et même s'il y a un petit twist à la fin du tome, on peut s'y attendre avec le scénario qui est amorcé dès les premières pages dans le tome 2. Mais non, moi j'ai trouvé vraiment très bien ce tome 2 parce qu'il continue sur sa lancée, qui est de ça nous surprend et on veut savoir la suite, quoi. Vous vous attendiez à cette tournure après la fin du tome 1? Il y a des choses qui t'ont surprise, toi, Robin? Alors, je suis un peu comme Joe, c'est-à-dire que je pense que le 1 avait un côté très marquant parce qu'il était très surprenant. Parce qu'en fait, je pense que quand tu lis le tome 1 de Run to Heaven, t'as un peu du mal à la fin du tome à savoir vraiment de quoi ça parle, en fait. Ouais, mais à la fin du tome 2, tu te poses un peu la même question. Je trouve que c'est ça qui est je trouve qu'il y a une constance. Et quand je dis ça, attention, c'est pas un défaut, hein. Moi, je trouve que justement, encore une fois, pour parler du hors-piste et du fait d'être surpris et tout, je trouve que c'est une qualité, un truc où tu prends du plaisir sans vraiment savoir ce que ça te raconte. Et je trouve que le tome 2 a peut-être moins d'éléments surprenants, c'est-à-dire c'est vrai que le 1, il avait quand même à un moment donné clairement l'espèce de rupture où ça y est, tu te rappelles que tu es dans un contexte de guerre, c'est-à-dire que le tome 1, il commence un peu comme une espèce de tranche de vie, on pourrait dire ok, avec un background de guerre, mais la guerre est pas très présente, quoi. Et en fait, il y a une grosse rupture aux 2/3 ou aux 3/4 du tome où vraiment là, ok, ça bascule dans la guerre, quoi. Et le 2, il a moins ça, il a moins cette espèce d'élément de bascule dedans. Par contre, il a quand même des scènes qui sont assez marquantes. Par contre, je trouve que, moi, je crois que je commence un peu plus à saisir justement avec ce tome 2 ce que l'auteur veut faire. Alors, on aura peut-être l'occasion de lui poser la question directement, mais je trouve que, ça y est, je commence à bien saisir l'équilibre qu'il veut placer, qui n'est pas facile d'ailleurs, entre justement de la tranche de vie, un truc un peu même de récit presque un peu initiatique d'un personnage, mais initiatique là, sportif, on va dire, dans un contexte de guerre. C'est-à-dire, je pense qu'il veut un peu mêler l'intime, la vie quotidienne et la guerre, et un peu mélanger tout ça avec évidemment une espèce de sauce manga avec des trucs quand même très extravagants, un méchant, un ou plusieurs méchants d'ailleurs, qui ont des designs très marquants et des trucs très, très surréalistes. Ce qui est un truc de la grammaire manga qui fonctionne bien, mais j'ai l'impression que à mon avis, ce qu'il veut faire, c'est un peu essayer de trouver cet équilibre entre c'est quoi vivre dans un contexte de guerre et en essayant quand même de réaliser ses rêves dans ce contexte-là, quoi.
Avec le tome 1, facilite pas la vie. On invoquait un peu Kishiro. Là, avec le tome 2, moi j'ai pensé aussi à Urasawa et à Fujimoto, puisque avec ce personnage qui peut prendre feu, d'une certaine manière. À Watsuki aussi, Shishio, c'était un peu ça. Il prenait un peu feu. J'ai pensé à Fire Punch par moment. Ouais. Après, je pense que, moi, honnêtement, les influences que je sens, elles sont quand même très vintage dans son dessin et dans le type de personnage qu'il met en scène et tout. Donc je sais pas trop quelles sont ses lectures en soi, mais c'est en tout cas c'est une patte et une influence qui moi me parle, donc je suis content. Mais j'ai rien à dire de plus, honnêtement. Vous avez tout dit. Non, je suis en train de me rappeler que la mamie, elle me fait penser à une autre mamie. Et j'arrive pas à retrouver laquelle. Et je l'avais sur le bout de la langue. Mais elle est badass, hein. Ouais. Elle vous rappelle pas quelqu'un? Alors oui, alors non, mais moi ça m'a pas spécialement. Elle me fait penser à une mamie de elle avait un petit côté un peu film d'horreur, mais rien dans spécialement, rien dans le manga forcément. On va demander à toi, non? Non mais c'est vrai que ce tome il est très dur parce qu'on a plusieurs histoires. On n'a pas forcément aussi l'histoire de l'héroïne, par exemple l'histoire de la mamie. Moi j'ai fait c'est horrible son truc, c'est horrible. La bonne sœur aussi, il y a plein de personnages. Non mais au bout d'un moment tu te dis mais t'as fait ça pour juste nous faire chialer sur tout le tome enfin c'est quoi ton truc? Mais franchement j'avoue c'est dur. Là où il est fort c'est qu'il sait te mettre une sorte de boule au ventre, enfin pas forcément une boule mais il sait te prendre aux tripes quoi. Ouais c'est clair. Et c'est ça qui est intéressant. Et il sait aussi créer des images vraiment marquantes quoi. Et je dis pas que son dessin est impeccable tout le temps à 100%, mais en tout cas, il arrive à bien créer les moments, tu vois, importants, et il sait, même si des fois son dessin peut avoir des limites, qu'il sait le sublimer aux moments qui sont importants. Et ça, c'est finalement, le manga, c'est un art narratif, donc c'est ça quand même l'intérêt principal et la force principale, c'est ça, c'est gérer la narration, quoi. Allons-y maintenant, je vous propose d'accueillir Tohan, l'auteur de Run to Heaven, qui va être avec nous au téléphone. Salut Tohan, merci d'être avec nous dans la 5e de couve, sois le bienvenu ici, et puis encore bravo pour Run to Heaven, tome 1, tome 2, tome 3, très vite j'espère. Merci beaucoup, bonjour Maxime. Tome 3, très vite, j'espère, mais... Genre demain quoi. Tu peux nous envoyer les pages là? Tout de suite ça va être compliqué. D'accord. Alors, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées pour faire ce tome 2? Pourquoi je te pose cette question? Parce que quand on a lu le tome 1, on l'a trouvé absolument génial et on s'est dit, mais comment il va faire sur le tome 2? Est-ce que j'ai eu des difficultés? Disons que je l'ai réécrit 2 fois le scénario, je pense. Une première fois, je l'avais fait pendant que j'ai fait le tome 1. Et je pense que le temps que ça mûrisse dans ma tête, parce que finalement, quand je faisais mes planches, on évolue tous un petit peu et je pense que la première version, elle n'a pas non plus... je pense qu'elle était sympa, mais elle n'a pas non plus convaincu mes éditeurs et je devais retravailler juste à la fin du tome 1. Donc ça tombe bien parce que comme j'avais déjà fait une ébauche du tome 1, c'était déjà bien développé avant. Donc pour le tome 2, j'ai plus développé le côté, disons, guerre. Mais après... Est-ce que j'ai vraiment éprouvé de grandes difficultés? Je saurais pas trop dire en fait. Je pense pas spécialement puisque j'avais déjà l'histoire en tête. Ouais, alors justement, moi, c'était un peu une des questions que j'avais posées. C'est là, t'as parlé d'écriture de scénario. Ta méthode de travail, c'est vraiment d'avancer comme ça, étape par étape, c'est-à-dire de vraiment commencer par une matière vraiment très écrite, un script rédigé, avant de passer à la phase Nemu, storyboard et dessin ensuite. Est-ce que aussi t'avais une espèce d'arche narrative globale de ton histoire? Est-ce que tu penses chaque tome un peu un par un? Est-ce que tu peux peut-être nous détailler la méthode que tu as? Parce que je pense qu'en vrai, on a pas mal d'auteurs qui nous écoutent et je pense qu'ils n'ont pas tous la même méthode et tout, donc c'est toujours intéressant de partager ce genre d'infos. Pour ma méthode d'écriture, en général, c'est vrai que j'aime bien écrire un peu comme si c'était un roman parce que quand j'étais plus jeune, j'écrivais quand même pas mal de romans. En fait, ça me permet justement l'écriture d'imaginer certaines scènes et de pas trop me perdre non plus. Et je trouve qu'en fait, juste imaginer une scène à partir d'un texte,
c'est comme si c'était un roman, mais pas comme tu sais, comme les scénarios où on voit case 3, ouais, bien sûr, ouais. Case 2, on met la bulle par-ci par-là. Je trouve ça un peu laborieux, alors que en fait, quand je lis un roman, je trouve que c'est plus la méthode pour imaginer ton storyboard, ton découpage, il est plus vivant, je dirais. Ouais. Bah, en tout cas, je trouve que ça laisse plus tard à l'imagination. Ouais, bah c'est aussi que comme tu es auteur solo sur ton œuvre, tu peux aussi travailler un peu de cette manière-là. C'est sûr que quand tu travailles avec un scénariste, j'imagine forcément, tu es un peu obligé de passer par la phase traitement, enfin en tout cas découpage écrit très précis avec telle page il se passe ça et tout. Le fait que toi tu sois auteur complet, tu peux un peu justement passer par une phase de création un peu plus littéraire comme tu dis, et ça te permet après derrière de te lâcher peut-être plus sur la mise en scène, etc. quoi. Bah, pas forcément, parce que j'avais déjà travaillé avec un scénariste pour un autre one shot avant, et je lui disais exactement la même chose. Je lui disais franchement ne fais pas de case 1, case 2, franchement écris-le-moi comme tu l'imagines, comme si tu t'écrivais un roman en fait. Et je trouve que c'est plus ça donne plus de liberté, en tout cas, entre scénariste et dessinateur. Et je trouve qu'il y a même une meilleure connexion après, parce que tu peux en discuter. C'est plus sympa, en tout cas. Il y a un échange peut-être plus fort aussi. Ouais. Dans cette émission, la thématique, la grande thématique, on s'est demandé s'il y avait une volonté d'auteurs français aujourd'hui, ou européens plus largement, de sortir des sentiers battus. Est-ce que toi, c'était une démarche, ou juste t'as pensé à ton histoire et elle sort des sentiers battus, c'est comme ça? Alors, je pense un peu des deux, parce que alors je ne sais pas si, je pense que il y avait une volonté de sortir des sentiers battus, et comme j'étais très inspiré des mangas, mais en même temps que je lisais quand même depuis tout petit des BD des BD européennes, je dirais que j'avais envie de mêler un peu les deux en fait, pour en sortir un truc unique, pas forcément axé que sur manga en fait. Et alors c'est intéressant parce que nous on en a parlé pas mal entre nous de ton titre avec beaucoup de références manga en tête, mais le fait que tu nous dises qu'il y a de la BD aussi franco-belge, quoi, on va dire, c'est intéressant. Genre par exemple tu citerais, si tu devais citer des influences que ce soit manga ou franco-belge dans Run to Heaven, tu citerais qui par exemple? T'as préparé ta liste? Ça serait compliqué parce qu'en fait, je crois que j'ai pas spécialement de BD où je me focalise principalement. Je pense qu'il y a des BD et des mangas que j'en ai lu plein. Et après, c'est un peu, je tire une inspiration d'un peu de ci, d'un peu de ça. Mais pour ce qui est des... En tout cas, en termes de BD, je pourrais pas exactement dire. Je pourrais dire mes BD favorites, mais en termes d'inspiration, je pense que c'est peut-être moins évident, mais je vais peut-être m'intéresser vers des auteurs avec des styles un peu plus lâchés. Genre, il y a un auteur que j'aime beaucoup. Je crois qu'il est italien. Enfin, en tout cas, sur Instagram, il doit s'appeler Tom Scam, un truc du genre. Ah, Thomas Campi. Et ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et en fait, il a un dessin qui est tellement libre, tellement croqué. Enfin, croqué et en même temps à la fois... Jeté, quoi, ouais, carrément. À la fois assez technique quand même. Et en fait, je pense que c'était le style que je voulais me rapprocher. Et c'était un style que je vois dans certains mangas aussi, genre L'Habitant de l'Infini, mais peut-être d'une autre manière, ou Vagabond. Dans ce style où je vois que en fait dans la BD on peut avoir un côté un peu lâché et pas toujours avoir une ligne forcément moins nette, très nette. Ouais, carrément. Okay. Ouais, parce que dans cette émission, alors c'était marrant parce que quand on avait parlé de la première fois de ton manga, on avait tout de suite aussi évoqué notamment Kishiro et Gun, mais on avait un auditeur qui t'allait te voir en dédicace, Fouleb, qui nous a dit alors non, je lui en ai parlé et figurez-vous que pas du tout. Lui il pensait comme nous et donc il t'en a parlé en dédicace et tu lui as dit non, Gun Kishiro c'est pas vraiment une influence sur Run to Heaven. Non, si, il y a une nuance.
Si, je pense que Il nous a menti. Gun, ça reste quand même une grosse référence parce que c'est un manga que j'ai lu tout jeune avec Akira. J'ai lu ça quand j'étais à l'école primaire. Et ouais, Gun, c'est quand même une sacrée inspiration parce que c'est un manga de SF, cyberpunk, un peu trash, mais malgré ce côté très sombre, c'est un manga qui, je trouve, est quand même extrêmement dans l'émotion, extrêmement émotionnel. Ouais, donc, je pense que il y a un peu un esprit comme ça. Et effectivement, il peut y avoir des moments un peu lumineux aussi dedans, malgré le côté très dark. Mais moi, après, je pense qu'on y a tous pensé aussi parce que le docteur Ido, il fait un peu penser au père de Faye dans l'histoire. Je pense que ouais, j'ai dit que effectivement, là, j'ai pas fait exprès. Moi, j'avais été. Mais je pense que c'est aussi que le design du perso, comme il est un peu atypique, bah, c'est sûr que le Dr. Ido, c'est pas un perso que tu retrouves très souvent dans d'autres mangas. Donc, je pense que on voit très fortement la ressemblance, surtout que j'avais un personnage qui a une gueule allongée, qui a des lunettes rondes. Donc, tout de suite, on voit la ressemblance. Mais pour moi, j'avais pris comme référence surtout dans les jeux vidéo, genre Otacon dans Metal Gear Solid. Ah ouais, carrément, ok. Alors oui, justement, j'avais demandé si Kojima et Metal Gear c'était une ref parce que j'avais un peu senti ça aussi. Alors surtout dans le tome 2, je trouve que quand on voit un peu l'espèce de commando là avec le méchant avec son sourire qui brûle là, c'est vraiment, pour moi, c'est trop des persos de Metal Gear tous quoi. C'est le mec genre moi je brûle parce que je sens pas la douleur, tu sens tellement un boss de Metal Gear qui dirait ça. Enfin, je trouve que je me suis demandé si c'était une ref aussi. Ouais, mais moi j'ai pensé à Fujimoto à ce moment-là, tu vois. Ouais, bah voilà. Chacun son. Mais en fait, moi je trouve que c'est marrant parce que chacun il me dit une référence différente. Par exemple, pour le père d'Ido, des fois on me dit Cowboy Bebop. Genre Faye. Et c'est vrai que je m'étais pas mal inspiré au niveau design des figures longilignes dans Cowboy Bebop ou Street Fighter. Parce que je trouve que, en fait, même si tu connais pas l'histoire, tous les caractères design de Street Fighter et ils racontent une histoire déjà quoi. Tu t'en souviens en fait. Ouais. Donc c'était un peu une manière de. Moi j'avais un peu envie d'iconiser certains personnages en fait pour que les gens ils disent ça c'est même si tu connais pas l'histoire, ça te donne envie de t'y intéresser quand même. Ouais, mais on est quand même globalement sur des refs un peu vintage quoi. Est-ce que c'était un truc aussi par rapport à ce que disait Max sur sortir des sentiers battus? Est-ce qu'il y avait aussi ce truc de se dire on peut aussi en tant que créateur français ou européen faire un manga qui va pas forcément faire référence à du shonen tu vois, un peu d'aventure de maintenant, et justement un truc qui peut être nourri par des références et tu vois, une histoire du manga un peu différente aussi dans la temporalité aussi quoi, hein, des trucs avec des références plus anciennes, plus avec une esthétique un peu seinen vintage on peut dire, mais voilà, je sais pas si je le dis bien, mais après je pense que le côté vintage, c'était peut-être pas fait exprès. Enfin, du style. Mais c'est surtout qu'il y a un style que j'apprécie énormément. Je pense que ça doit être dans les années 80-90. Alors souvent, les gens ils disent qu'il y a un côté vieillot, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Je trouve que c'est... c'est des styles qui sont tellement marqués, tellement élégants que, effectivement, peut-être que c'est moins... par rapport à la plupart des productions où on peut voir actuellement qui sont peut-être un peu plus simplifiées ou un peu plus où il y a des choses qui se ressemblent de plus en plus. Je me suis dit qu'il y avait une sacrée patte dans les mangas comme Yukito Kishiro ou même des années 90-2000 avec Vampire Hunter D. Toutes ces films d'animation qui sont qui ont un style quand même assez marqué. Donc je dirais pas que c'est vieillot, mais je dirais que c'est des styles marqués en fait, plus. Et puis surtout la volonté de raconter. Je vois un peu le côté. Ce que tu veux dire par le côté shonen qu'on retrouve très souvent dans les classiques comme disons
les One Piece où on voit tout de suite c'est quoi l'objectif du héros dès le départ. Et je pense que j'avais envie de créer une histoire où on prend son temps en fait, où l'héroïne elle dit pas tout de suite son objectif et en fait on prend le temps de la connaître et je trouve que en fait le fait de pas dire exactement c'est quoi le but de l'histoire dès le départ, je trouve que ça marque plus en fait d'une certaine manière. C'est ça la question, ouais. Oui, mais on prend son temps, mais genre 6 ou 8 tomes ou 15 ou 20. Ah bah. Mais il y a un truc, oui, je voulais te demander, ça te fait pas chier tous ces gens là qui appellent ton personnage principal pas comme tu veux? Parce que tu l'as dit dans le tome 2. Non, pas du tout. Mais comme tu l'as dit dans le tome 2, que les gens prononçaient mal son prénom, est-ce que tu vas faire un pourparler pour dire non, mais appelez-la normalement, ou tu laisses les gens prendre possession de ce personnage et tu te dis tant pis, c'est pas ce que j'avais imaginé, mais si vous l'appelez comme ça, appelez-la comme ça. Ah, mais moi je les laisse carrément. Justement, le strip à la fin du tome 2, oui, pour dire aux gens en fait, appelez-la comme vous voulez. Mais je trouve ça marrant parce qu'au départ, j'avais appelé juste fille comme ça, et les gens ils se sont mis à l'appeler fée. Et je me suis dit, en fait, c'est pas mal aussi parce que ça, d'une certaine manière, ça représente un peu la lumière dans ce monde obscur, un peu trash. Et je trouvais que c'était un beau symbole, donc j'ai un peu improvisé ça pour la BD. Donc je trouvais ça intéressant que les gens ils le reprennent et je trouve ça même mieux que ce soit pas exactement comme je l'avais prédit. Et sans spoiler, tu dis qu'elle représente la lumière. Du coup, on se pose la question pour le tome 3 si elle va vraiment être si lumineuse que ça. Et la question qu'on se posait tout à l'heure aussi, c'est quoi Run to Heaven? Dans quelle case alors, il est hors des sentiers battus, il est totalement hors piste. Mais si on devait le rapprocher d'une case, c'est quoi le genre de Run to Heaven? Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-nous tout. C'est trop bien, mais on sait pas. C'est trop difficile. Ah ouais, la question de genre, je sais pas exactement. Je pense que je me suis pas spécialement posé de questions vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que dans le tome 1 et dans le tome 2, j'aime bien faire planer le doute. Par exemple, du fait qu'on rencontre des personnages qui ont l'air un peu fantastiques, mais on est dans un cadre quand même très réaliste. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important dans le côté militaire, parce qu'en fait, les militaires, ils utilisent un peu ces personnages comme s'ils avaient des pouvoirs, mais en fait, on sait pas trop. Et du coup, on sait pas trop si on se situe dans la réalité, dans le fantastique. Et moi, j'aime bien jouer avec ça, sur le fait que les gens, ils savent pas trop. Et même les personnages à l'intérieur, tu vois, ils en jouent, parce que finalement, ils utilisent pour distiller la peur aussi. Donc, je trouvais ça intéressant, ce côté fantastique, mais en fait, comme si c'était ancré dans la réalité. Avec une petite dose de tranche de vie comme un Urasawa en plus. En fait, je pense que pour le genre, je me serais plus inspiré de Forrest Gump, parce qu'en fait, c'est le parcours de toute une vie. Je dirais qu'en fait, dans le genre, je sais pas si c'est un genre, mais c'est le parcours d'une vie. Puis il court comme. Donc en fait, dans ce parcours-là, en fait, il y a plein de genres qui s'entremêlent. Il y a du fantastique, il y a du tranche de vie, il y a de l'humour, il y a du drame, et du sport. Donc c'est un peu un grand melting pot façon Forrest Gump qui rencontre Metal Gear Solid. Mais c'est vrai que chaque tome se lit et se tient. Il y a un côté fresque, quoi. Je pense que c'est ça le côté Forrest Gump, qui est évidemment pareil, un film génial aussi. Effectivement, c'est un truc, c'est une fresque, quoi. Il y a plein de trucs qui s'entremêlent, plein de types d'émotions aussi, tu vois. Et alors moi je suis assez curieux du coup est-ce que tu as déjà une idée de justement, Johnny l'a un peu évoqué en rigolant, mais du nombre de tomes, sur combien de l'étendue de l'aventure, quoi. Alors il y a le contrat déjà qui doit jouer. Alors pour moi, le Run to Heaven, ça se finit en 6 tomes. Ok. C'est parce que j'ai déjà écrit la fin. Ok. Et j'avais pas envie d'aller plus loin.
mais j'avais envie que chaque tome, en fait, c'est presque un arc complet en fait, et c'est un thème différent à chaque fois. Donc j'avais envie de créer la surprise et d'avoir un tome qui vraiment en met plein les yeux et qui est jamais exactement le même que le précédent en fait. Ah, c'est pour ça. C'est un peu le projet. C'est pour ça que tu as fait mourir au tome 3, c'est ça? Ah non, il fallait pas nous le dire, maintenant. Ah mince. Non mais c'est vrai que nous on a été assez surpris, enfin moi en tout cas, t'as amorcé quelque chose dans le tome 2 qui pour moi du coup est un peu moins surprenant de le voir dans le tome 4 dans le tome 4, à la fin du tome 2 pardon. Mais non, je veux dire dans les premières pages t'amorces quelque chose qu'on voit à la fin du tome 2 et je m'y attendais un petit peu grâce à ça, mais en même temps j'étais assez surpris parce que je me dis on va avancer, mais comment on va avancer? Et c'est là où il y a l'inconnu qui fait que t'es dans la surprise parce que tu ne sais pas dans quoi tu vas tomber. Et surtout, maintenant, on se dit rendez-vous en 2030, quoi, si tomes. Si je finis le tome 3 aujourd'hui, non, je veux dire, cette année. Non, en fait, franchement, j'ai bien estimé et... Enfin, ça dépend. Il y a peut-être des choses dans la vie qui vont arriver. Mais vu le rythme de travail, je pense que je pourrais le finir avant 2028. Avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Pile poil. Ce qui serait cohérent. Ça pourrait, pour avoir Tom Cruise sur une moto qui présente Run to Heaven. Stylé. Ah ouais, et après je pourrais lui présenter. En tout cas, c'était un peu mon objectif pour le moment. Et c'est un bel objectif. Rendez-vous en 2028, puis surtout rendez-vous en librairie pour lire Run to Heaven tome 1 qui est dispo absolument partout. Si votre libraire n'a pas Run to Heaven, il peut le commander en 2 ou 3 jours grand max. Tous les libraires. C'est arrivé pour tous les libraires, c'est comme ça. Et c'est donc la même chose pour le tome 2, tome 1 et 2 Run to Heaven aux éditions Ankama. Un grand merci Tohan du temps que tu nous as accordé pour cette émission. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on te dit à très vite et puis j'espère une prochaine fois en studio, comme ça on pourra discuter encore plus longtemps avec toi. Ça sera plus cool. On t'offrira des chips. Oui, avec plaisir. Hein. À bientôt Tohan, salut. Salut. Merci, au revoir. Bon trop chouette quand même. Carrément. Je suis curieux de lire le tome 3 mais j'ai pas envie d'attendre. Vous avez également vu la proposition qui est arrivée en librairie, Manga Isho. Manga ensemble. Ensemble. Ouais. Toi et plus moi, plus... Non, c'est quoi la chanson? Je sais plus. C'est Grégoire. C'est ça, voilà, Grégoire. Manga Isho. Là encore, on sort des sentiers battus avec Manga Isho. Manga Isho, c'est quoi? C'est compliqué. Étape 1, c'est compliqué. C'est un magazine de pré-publication de manga comme au Japon, sauf que c'est disponible en librairie et c'est toujours disponible. Ça ne périme pas comme un magazine en librairie. C'est pas du kiosque, c'est pas de la presse. Non, c'est ça. C'est au bout de 3, au bout d'un an, on pourra toujours le commander et lire le premier numéro de Manga Isho. Dedans, il y a plus d'une dizaine d'histoires. Il y a 14 histoires, je crois, ou 15. Dans le 12. J'étais entre les deux. Non, en vrai, je sais pas. C'était juste pour dire un autre. Plus que 10. Il y a plus de 10 histoires dedans. Il y a des one-shots. Il y a des histoires à suivre. Il y a des histoires courtes à suivre. Il y a des histoires qui seront là qu'un numéro sur 2. Il y a des histoires surtout qui viennent de tous les pays d'Europe ou presque, puisque c'est un magazine qui rassemble 4 éditeurs sur 5 pays. Et même quand on voit les auteurs, encore plus de pays que ça, puisque il y a des auteurs qui viennent aussi de Suisse. Les pays, c'est donc France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. Et donc ça fait un melting pot assez incroyable, assez improbable. Ça s'est pas mal lancé du tout en France. J'ai pas les échos des autres pays, mais ça a eu un très bon accueil en France. Et là, effectivement, ça sort des sentiers battus, parce que en termes d'histoire, on a tout. Tous les genres, toutes les sortes d'histoires. Dedans, il y a même du boys love dans ce premier numéro. On s'y attendait pas. Ouais, c'est improbable, quoi. Tu t'attends pas à voir ça. Et en même temps, t'as de l'aventure, en même temps, t'as de la baston, t'as de l'humour, t'as du gag. T'as du gag, ouais, t'as tout un tas de choses. Ouais, même graphiquement, c'est très. Enfin, en fait, c'est à la fois très hétérogène et
voilà, c'est un truc assez original. Je pense que même le côté hors des sentiers battus premier, c'est la configuration éditoriale de ce projet, parce que c'est quand même 4 éditeurs, à savoir Kana en France, Belgique, Altaverse ou Altraverse, je sais plus, en Allemagne, Planeta Comica en Espagne et Star Comics en Italie, qui se sont rapprochés pour créer ce concept, quoi, ce projet éditorial. Pour le publier à 4. Et ça, franchement, je sais pas, c'est assez ouf, quoi. Avec 4 configurations à 4. Ouais, avec 4 configurations de marché très différentes aussi, entre l'Allemagne qui fait de la création manga depuis longtemps, mais pas du tout dans les canons de ce qu'on lit en France, forcément. Déjà, étape 1, puisque les marchés ne sont pas les mêmes. L'Italie qui ne faisait quasiment pas de création, mais qui est blindée d'auteurs super talentueux. Parce qu'ils ont en France aussi. Ouais, parce qu'ils ont d'excellentes écoles de dessin et une excellente culture graphique là-bas. L'Espagne qui se situe entre les deux. Et la France qui est pionnier d'une certaine manière en la matière. Ça fait 4 configurations différentes aussi qu'il faut assembler dans un puzzle assez surprenant. C'est vrai que l'Allemagne, c'est un peu pour moi l'anomalie. Enfin, c'est pas l'anomalie, mais c'est... En gros, on sait que les marchés français, espagnols et italiens sont très proches en termes de création et de mutualisation, on va dire, quoi. Ouais, mais tu vois, avant, Star Comics, ils n'avaient jamais sorti de manga de créa. Non, ils sortent du manga, ils font Dragon Ball, ils font ça. Mais... ils avaient acheté des mangas français pour les sortir en Italie, mais ils n'avaient jamais produit de manga avec des auteurs italiens. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ce soit l'Italie ou l'Espagne, c'est des marchés et comme tu dis, des tissus artistiques d'écoles et tout qui, historiquement, bossent beaucoup plus avec les États-Unis ou avec Mickey et tout ça, Disney et compagnie. Mais en tout cas, c'est un tissu d'auteurs aussi qui travaille beaucoup avec la France, etc. Et l'Allemagne, pour moi, c'est un peu à part, quoi. C'est vraiment un marché qui est très différent et qu'on connaît beaucoup moins et qui n'a pas une culture BD aussi importante qu'en France, en Italie et en Espagne. Donc c'est vrai que pour moi, c'est très intriguant de les voir. Alors je me doute que c'est un gros pays et tout, donc j'imagine bien qu'il y a un marché qui est intéressant et tout, mais par exemple, assez intriguant. La couverture donc de ce premier numéro de Manga Issho est consacrée à Scarecrow, qui est un manga dont la première publication a eu lieu en Allemagne avec une autrice qui vient de Suisse. Là, on est encore Suisse allemande. Suisse allemande, ouais. On est dans le mélange de toute l'Europe, qui a été édité en France par Kana, qui plus est. Et qui propose donc une histoire qui est assez sympa, qui fait partie, je pense, de mes histoires préférées dans ce premier numéro, dans lequel on retrouve aussi Renaud Lemaire, l'auteur de Dreamland, qui propose encore une autre histoire après Free Quest. Tu te dis qu'il a une année, mais assez patate en termes de création d'histoire. Qu'est-ce qui vous a plu d'autre dans ce premier numéro, Joe? Il y a des choses qui t'ont marqué, toi? Moi, en vrai, sur toutes les histoires, je pense que 80% j'ai bien aimé. J'ai vu Robin, il va dire que c'est de la merde. Non, j'ai dit, non, 80% j'ai bien aimé. Je pense que les 20% restants, c'est juste que je suis pas le public, parce qu'il y a je pense qu'il y a des très beaux dessins et des très belles scènes mises en scène, mais juste c'est pas pour moi. Genre il y a des mangas qui sont un peu enfantins, ou le Boys Love par exemple, il est super beau, mais moi ça m'intéressait pas. Et par contre, le reste, vraiment 80%, où il y a des trucs où j'ai eu un peu de tout. J'ai eu, grâce à Renaud, c'est du Renaud, donc du déjanté, du drôle, et on s'amuse. Et par exemple, un de mes préférés, c'est Next Stop Afterlife. C'est super beau graphiquement, on dirait un roman graphique, et c'est le concept de t'es dans un train, tu vas dans l'au-delà, et tu sais pas ce qui va arriver. Et je sais pas, en fait, je vois pas comment tu peux continuer une histoire comme ça. Pour moi, c'est évidemment un one shot, un truc très court, mais ça m'a fait réfléchir sur un truc. Tu fais mais on peut trouver quelque chose pour continuer. C'est vraiment super beau. L'idée est belle en tout cas, et c'est ce genre de manga. Et je pense que c'est ça qu'on attend de Manga Issho. C'est certes sortir faire du hors-piste, avoir des sentiers battus, mais découvrir un truc qu'on n'attendait pas, et t'es content de l'avoir lu, quoi. Moi j'ai bien aimé Kenshiro aussi, qui m'a fait beaucoup penser à du Ranma version Kenichi. Entre Kenichi et Ranma, improbable, mais ça marche. Et surtout quand tu lis plus d'une dizaine d'histoires, à un moment donné,
t'as une sorte d'image. Alors ça peut être, il y a plusieurs titres dans Manga Isho avec des graphismes un peu hors des canons habituels ou dans d'autres canons qu'on voit moins aujourd'hui. Et bah, ça te donne une respiration et ça fait que finalement c'est ça qui te reste en tête. Ouais. Après moi je dirais que en fait j'ai été assez frappé par la densité parce qu'il y a quand même beaucoup d'histoires. C'est quoi, il fait plus de 300 pages hein, le truc quoi. Donc c'est quand même un sacré morceau. Moi mon petit regret c'est que je trouve que ça manque un peu d'éditorialisation. C'est pas hyper facile à dire, pardon. Éditorialisation. Je trouve que en fait j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de contenu sans vraiment comprendre ce qui lie tous ces contenus entre eux et c'est un truc qui me manque un peu. Alors peut-être aussi que comme en France, bon là je parle de la France même si c'est encore une fois un produit qui est dans plusieurs pays, mais en France on a peut-être moins la culture de ces magazines de pré-pub à la japonaise et tout. Je sais pas, tu vois, trop comment ils sont foutus eux, mais nous, dans notre tradition de la presse en France, on a un peu un truc de... Enfin, même si, ok, c'est pas un produit de presse, mais ça, c'est quand même censé s'y rapprocher un peu. On veut du contenu, mais on veut aussi un truc qui éclaire le contenu qu'on est en train de lire aussi, tu vois. Et moi, ça, je trouve, ça m'a un petit peu manqué, quoi. J'avais un peu du mal à voir l'objectif. Je te rejoins, c'est pas incarné. Ouais, moi effectivement j'aimerais bien que ça soit incarné. Alors ils ont essayé avec l'interview de l'autrice de Scarecrow justement, qui mettent à la fin en fait il faut plus de ça. Et c'est ça, parce qu'en fait tu dis chaque histoire aurait besoin au moins d'un petit truc pour expliquer c'est quoi parce que moi en vrai je finis le truc, je comprends même pas si l'histoire que je viens de lire c'est un extrait d'un truc qui va être plus long, si c'est c'est un spin-off. Parfois il y a marqué fin à la fin du mais tu vois, sais que c'est fini. Si je lis pas l'interview de l'autrice de Scarecrow à la fin, je sais même pas que l'histoire de base c'est un spin-off, tu vois, et ça je trouve que c'est des trucs du contenu qui serait déjà très intéressant pour un peu être le behind the scenes des auteurs et tout. C'est toujours cool de savoir dans quel contexte ils ont fait une œuvre et tout, et avoir ce manque d'éclairage sur ce que je lis, ça me manque un peu, quoi. Sachant que on dit magazine de pré-pub, tout ne sera pas publié ensuite. Ouais, voilà, tu vois, mais ça déjà c'est pas clair. Après il y a des votes. Tu vois. Il y a des votes sur internet. Ah, faut vraiment aller voter. On va voter, mais si vous l'avez lu, il faut aller voter. Oui, mais ça sert à quoi de voter? Pour dire ça c'est trop bien. Bah oui, ça donne de la force aux auteurs. D'accord, mais on n'a pas de goodies ou trucs comme ça. Non, t'as pas des cadeaux. Au Japon non plus, quand ils font les trucs de popularité. Bien sûr que si. Ah bon, ils gagnent des trucs. Quand tu fais des votes, il y a un tirage au sort pour gagner des trucs. Ouais, alors le contexte de Renault avec Mother Jack, je pense qu'il était bourré. Et puis il a fait ce truc-là. Tu sais qu'il a arrêté, je n'en dirai pas plus, mais il a arrêté le whisky. Il fait attention. Voilà, mais il a raison en même temps. Il fait attention. Et on arrive tous à un certain âge où on doit faire attention. Beaucoup d'auditeurs sont dans cette même situation. Manga Isho, c'est donc disponible en librairie. Là, il y a le tome 1 qui est dispo. Puis au moment de Japan Expo, c'est le tome 2 qui va arriver. À votre avis, on parlait avec Tohan. Là, on vient de parler de Manga Isho. On a parlé de Renaud Lemaire. On connaît plein d'autres auteurs. Dans l'intro, je vous parlais de Yon, de Camille Broutin, de Shinzero, de Guillaume Singelin et Mathieu Bablet. Qu'est-ce qui pousse ces auteurs français à ne pas faire ce qui est communément appelé du bankable? L'ennui. Ils s'ennuient, puis ils veulent... voilà. Parce que c'est des gens qui ont du talent, donc ils sauraient le faire en plus du bankable. Ouais, mais je pense que en vrai, il y a une question de aussi maturité de marché. On en a déjà pas mal parlé dans cette émission, pour aussi analyser à quel point le marché a évolué, que ce soit comment certaines œuvres un peu anciennes des fois reviennent en hype par des éditions un peu collector, ou en tout cas des rééditions et tout. Et je pense que cette espèce d'écosystème du manga qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus mature, ça peut aussi pousser des auteurs à se dire en fait moi j'adore le manga, mais en fait je veux faire mon style, ou alors moi ce que j'aime dans le manga c'est pas forcément Oda ou tu vois Hiro Mashima ou Mashima, etc. Tu vois, moi ce que j'aime c'est Urasawa, c'est Journey Beyond Heaven, c'est Fujimoto et tout, et c'est des choses qui forcément d'une certaine manière vont infuser ces œuvres-là, sans parler de ce que disait un peu Tohan dans l'interview, ce côté poreux entre les influences entre la BD franco-belge, le manga, tout ça. On parlait beaucoup de romans aussi. Voilà, le roman, jeux vidéo, tout ça. Grande source d'influence pour Tony Valente aussi sur Radiant. Et tout ça va forcément amener à un moment donné une forme qui va être un peu moins stéréotypée, tu vois. Parce que c'est vrai que je pense
je sais pas si c'est des auteurs qui le faisaient en pensant plaire à des éditeurs en se disant ouais je vais faire du shonen d'aventure façon mais c'est ce qui vend le Mashima parce que c'est ce qui vend le plus. Aujourd'hui les faits sont là. Le manga d'aventure de type shonen ou baston ou action, ce sont les meilleures ventes. Ça c'est sûr. Mais par contre, je pense aussi que là c'est une question plus on va dire structurelle, c'est que je pense aussi que dans les équipes aujourd'hui éditoriales qui suivent le manga chez nous, faire de la création et faire de la licence, c'est vraiment des métiers quand même très très différents. Et d'ailleurs tu remarques que Tohan, ça vient de chez Ankama, qui est vraiment la maison d'édition qui a commencé en faire de la créa. En faisant de la créa, qui a quasiment très peu fait de publishing. On parlait d'Ion juste avant, c'est sorti chez les éditions d'Argo, éditeur bande dessinée. Shin Zero, ça sort chez Rue de Sèvres, avec le label 619. Qui est un label d'auteur. Qui vient d'Ankama en plus. Tout boucle. C'est ça. Mais oui, je pense qu'effectivement, c'est des métiers qui sont quand même très différents. Et je pense que je dis pas que les équipes qui faisaient de la licence en sont pas capables, mais en tout cas, peut-être que maintenant, justement, la maturité du marché est aussi là, quoi. C'est-à-dire que les équipes éditoriales qui ont fait du manga historiquement commencent un peu à avoir aussi essuyé les plâtres de suivre de la création, c'est quoi, etc. Est-ce que faire de la création, ça veut dire faire du truc bankable forcément ? Est-ce que c'est ça qui a le plus de potentiel ? Peut-être pas, tu vois. Et genre peut-être que maintenant, tout le monde, auteur et éditeur, commence à un peu plus réfléchir posément sur toutes ces questions-là et ça va amener des créations hyper stimulantes parce que voilà, on a parlé de Run to Heaven. Ion, on en a parlé aussi, c'est des trucs qui sont quand même pas du tout dans les codes du shonen d'aventure classique. Et c'est passionnant. Ion, on en a parlé que dans le supplément, mais c'est une histoire de science-fiction avec une héroïne. On se rapproche un peu de Journey Beyond Heaven pour les auditeurs les plus fidèles de cette émission. On est vraiment sur quelque chose d'assez hors norme. Très dans le thriller, un peu SF bizarre, tu vois. Donc c'est sûr nous on a beaucoup pensé à Journey Beyond Heaven, mais ça peut faire penser à plein d'autres trucs du même genre, mais peut-être aussi à du Fujimoto. Enfin honnêtement, le côté donc ça se passe dans une espèce d'internat de jeunes filles et tout, donc il y a aussi toute une ambiance l'école emportée. Un peu l'école emportée et tout. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui viennent se télescoper dans ça et vraiment le tome 1 est plein de promesses. Enfin moi c'est une de mes meilleures lectures de ce début d'année et c'est pas un manga japonais, tu vois. Donc tu parlais d'éditeurs de manga, d'éditeurs en fait on parlait d'éditeurs qui étaient plutôt des éditeurs habitués à faire de la créa, qui nous proposaient des créas qui effectivement nous plaisait à nous en tant que gros lecteurs. Il y a un manga qui va sortir chez Kana qui s'appelle Odre de Maxime Truc et Loïc Cassou. Ça a l'air aussi incroyable. Là on est quasiment sur un des premiers seinen proposés par Kana. Avec une histoire de guerrier scandinave. On l'a pas lu, ça sort en octobre, évidemment. C'est dans un moment. On a vu que quelques pages, ça a été annoncé comme ça, mais là aussi, je trouve ça très inspirant, quoi. Loïc Cassou, en plus, on avait eu l'occasion de l'interviewer dans cette émission, dans le podcast, parce qu'il avait participé à Nemu, qui est aussi un magazine de publication, on va dire, d'inspiration manga. Et déjà, la petite histoire qu'il avait fait dans Nemu était clairement un truc pas du tout shonen d'aventure. C'était un truc, beaucoup plus huis clos un huis clos façon un peu l'auteur de Knitting Life, tu vois, ça peut être un truc, ça aurait très bien pu être fait par ce type d'auteur et tout, et le voir enchaîner derrière chez un gros éditeur un manga qui n'est pas un shonen d'aventure balisé, c'est cool, tu vois. Je trouve ça donne envie de voir, quoi. C'est vraiment très très stimulant tout ça, je trouve. Retenez le nom, Odre, ODR. C'est Odre. C'est ça. Je crois que c'est un haut barré en plus, effectivement, parce qu'on est sur un guerrier scandinave. Donc, évidemment. Exactement. Ils veulent pas le changer. Non, parce qu'ils ont déjà changé le nom, parce que le premier nom était un autre nom. Puisque le premier nom était Bersk, et ça ressemblait trop à Berserk. Donc ils ont changé de nom. En fait, ils regardaient la console d'enregistrement et ils ont juste inversé les lettres. Alors, on enregistre avec une console Rode. Mais avec le haut barré. Et on a des micros Rode aussi, qui c'est un peu un des leaders du son. Du coup, ça fait Audre. C'est vrai, t'as raison.
Il y a aussi, pour finir cette émission, une grande vague en France, alors au Japon aussi, mais du coup qui arrive en France de manga, qui parle de manga, de méta-manga. J'appelle ça les méta-mangas et je me demande à quel point les méta-mangas, ça ne peut pas créer des vocations. Méta-manga, de quoi je parle ? Je parle de Bakuman. Ça parle un peu à tout le monde, Bakuman. Je parle de Hitman, évidemment, de Koji Seo. Plus récemment, j'en ai parlé l'année dernière, Losers, Koreka Iteshine, Stand By Me Kakuemon, qui est quand même beaucoup plus dur parce que c'est l'auteur de Give My Regards to Blackjack. Donc là, on a la version, c'est pas toujours très cool de faire du manga. Et puis là arrive chez Mana Books début juillet, Dragon et Caméléon. Je l'ai lu, c'est trop bien. Attends, mais ça parle de manga dans le manga ? Ça parle de manga. Mais ça parle totalement de manga. Et ça parle de dragon et de caméléon. Non, mais tu verras, Joe, c'est trop bien, Dragon et caméléon. Je sais ce que je l'ai placé. On prépare une thématique dragon. Il n'y a pas de dragon dedans, mais je l'ai placé juste parce qu'il y avait dragon dedans. Ah, la fraude, on dirait Julie, quoi. Voilà. Ah, grosse fraude. Grosse fraude. Mais c'est trop bien, Dragon et caméléon. Mais, qui sort donc, voilà, début juillet chez Mana Books. Faudra patienter un petit peu. Mais retenez le nom. Et donc, on a une vague de méta-manga et je me demande si tous ces mangas qui parlent de manga, ça infuse pas un petit peu. Bon, je pense qu'il y a les deux. Ça repousse les gens qui disent ah non, le manga, non, les auteurs, tu vois, les créateurs de manga. Ah, d'accord. Je me demande si ça infuse pas et que ça les pousse pas aussi, ça les encourage pas aussi à créer des choses. Mais dans le même genre, tu vois, de faire du méta-manga à la française ou... Non, de faire du manga tout court, mais de... Bah, de toute façon, clairement, Bakuman, je pense que ça a été un truc une révélation. surpuissant à ce niveau-là. Hein. C'est clairement, je pense, un manga qui a créé des vocations. Bon, j'imagine au Japon aussi, évidemment, mais je pense d'avoir en France... entre guillemets la vérité, parce que ce qu'on voit dedans, je pense, même si c'est relaté et ça reste fictionnel, il y a quand même énormément de parts de vérité dedans sur comment on dirige, enfin comment on choisit un manga, les réunions édito, l'éditeur, enfin tout ça. Mais ça aide. Ouais, mais ce qui serait marrant, c'est parce que ça, pour le coup, en BD franco-belge, c'est un truc on a moins l'habitude de voir, ça existe aussi évidemment, mais du coup ce serait marrant de voir comment des auteurs de chez nous vont s'emparer de ce truc. Et typiquement Loïc Cassou, c'est un peu ce qu'il avait fait dans Nemu, un petit peu, sa petite histoire courte, c'était sur un gars pendant une invasion zombie ou je sais plus quoi, un auteur un peu chez lui. Mais il parlait de son rapport avec son éditeur japonais, puisqu'il travaillait avec un éditeur japonais. Et ça pour le coup je trouve que c'est des trucs, la réalité, parce que clairement la réalité d'un auteur de manga français n'est pas la réalité d'un auteur de manga japonais. Non. C'est pas la même, et ce serait trop intéressant, voilà, d'avoir ces différentes visions. Bien sûr, puis il y a des réflexes qu'on n'aurait pas en France. Par exemple, il y a un truc dans Dragon et Caméléon et j'ai pensé à toi, Johnny. Tu vas comprendre pourquoi j'ai pensé à toi. À un moment donné, un des personnages explique pourquoi les personnages féminins dans certains mangas ont des fortes poitrines. Putain, mais c'est une émission que j'ai faite. Si vous l'avez pas écouté parmi les 300 heures du podcast, j'ai fait une émission. Il y a 8 ans, c'est ça. Et voilà. Et donc il explique, il donne une raison. Alors ça fait à vendre, vous non, pas du tout. C'est pas à vous d'accepter ou pas cette raison. Vous le saurez en lisant ce manga qui sort au mois de juillet. Quel teasing. Ouais. Oh là là, mais j'ai trop envie de le lire. Non mais voilà, non mais je me dis qu'il y a un truc quand même, que de découvrir autant l'envers du décor, parce qu'en plus il y a même des mangas très techniques. Il y en a qui vont plus sur l'histoire, t'en as d'autres qui révèlent, on va dire, des trucs et astuces. Je me dis que tout ça, même si maintenant il y a des tutos, il y a des auteurs japonais qui parlent un peu en anglais, qui montrent plein de tutos aussi sur la façon de travailler en numérique, sur la façon de travailler en analogique. On a des écoles. Tu parlais de Loïc Cassou, justement, qui vient d'une école en France, Angoulême, exactement, ouais. Donc non, je me dis il doit y avoir un truc, quoi. Et puis il y a même maintenant des très vieux mangas qui ont inspiré beaucoup de mangaka qui ressortent en France. Je pense à Jun d'Ishinomori qui ressort. Ça aussi, c'est tout auteur de bande dessinée et de manga doit lire Jun de Ishinomori. Et Bugle Call, le banger. Mais qui n'a rien à voir. Ça, c'est juste placé, quoi. C'est ça. Mais non, après, de toute façon, c'est un peu, même globalement, quand t'es créateur, lire des œuvres qui te parlent de la réalité du créateur, c'est super. Et que ce soit dans le manga, mais dans plein d'autres formes d'art aussi, tu vois, c'est toujours super intéressant, quoi. Après, comme on l'a vu, chacun plus ou moins à sa manière. Il y a pas... Au Japon, je pense que tout le monde est plus ou moins pareil, parce qu'ils n'ont pas trop le choix, même si, bien sûr, ça dépend des magazines de publication, si c'était mensuel, si c'était hebdomadaire, etc.
etc. Mais toi, on l'a vu avec Toan, lui, il a sa méthode bien à lui. J'imagine pas que tous les auteurs, en tout cas, fassent la même chose. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir de confronter les expériences et ça c'est cool. Tokyo Séjour-ci aussi de Matsumoto, voilà, c'est trop bien. Et en plus là, c'est un vrai truc sur aussi le monde de l'édition au sens large. C'est pas que sur les auteurs, mais c'est cool. On a vraiment un paquet de méta-manga. Ouais, c'est trop bien. Je pense qu'on en aura de plus en plus en vrai. Ouais, forcément. Dans le cinéma, ça a été un peu la même. Quand le cinéma a commencé à être bien installé, il y a eu de plus en plus de réalisateurs qui se sont mis à parler de cinéma et tout. Donc, je pense que c'est ça. On arrive un peu dans cette phase aussi. Non, puis après, t'as les spécificités françaises aussi, en termes de ne serait-ce que de vie de tous les jours, de vie quotidienne, qui font que ça infuse aussi dans un tas d'histoires. Tu vois, c'est aussi ça qui a fait le succès de Dreamland et aussi, je pense, le succès de Radiant, qui sont, on peut dire qu'ils sont dans les sentiers battus. Mais malgré tout, tout en étant dans les sentiers battus, ils font des sacrés détours. En fait, ils puisent. Ça, pour le coup, c'est le truc qui... Ça pourrait faire vraiment l'objet d'une émission entière, mais c'est pourquoi ces mangas-là et ces auteurs-là cartonnent aujourd'hui. C'est, je pense, parce qu'ils ont réussi à prendre une espèce de forme un peu universelle dans le milieu et le médium dans lequel on est, et à puiser de leur culture personnelle un truc qui en fait un truc unique, tu vois. Et alors ça passe beaucoup par les dialogues, par l'incarnation des personnages, comment ils sont décrits et tout, mais c'est vraiment très rare d'arriver à faire ça. Et voilà, c'est cool en fait de se dire que maintenant on peut faire ça, et on peut aussi faire du truc vraiment full, très hors des sentiers battus, et les deux peuvent être très cool, quoi. On a eu une belle époque. Ça c'est clair. On est content d'être vivant. On peut faire du beau hors-piste grâce au manga. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à écouter tous les suppléments le dimanche, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas assez le supplément. Pourtant, il y a plein d'infos dedans. Voilà, exactement. En plus, c'est rapide. Ça dure 5 minutes, presque grand max. Des fois, on déborde un peu, mais sinon, ça va. Vite fait. Comme là, le supplément, on va parler de dimanche dernier. Oui, ça c'est vrai. La semaine prochaine, on parle de steampunk. Gros dossier encore une fois. Et on se retrouve donc au milieu de ces ponts. On fait pas de vraie pause. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut. Salut.